Le pourpoint se retirait difficilement. Trop d'agrafes, trop de brocards. Geoffroy en défit la moitié, fit un geste de la main et arracha le tout par la tête d'un coup, sans se soucier des coutures. Demain, ce costume finirait de toute façon dans un coffre, où on le brûlerait, où on l'offrirait à quelque pauvre chevalier qui le porterait au tournoi en racontant qu'il l'avait reçu pour services loyaux. Il jeta le pourpoint sur le coffre et s'étira. Son dos s'était ankylosé durant les 3 heures du dîner, où tous souriaient comme si leur mâchoire était prise de crampes. Sur la table gisait un poignard. L'échange traditionnel de présents entre fiancés et fiancés. Il lui avait envoyé une bague, celle de son grand-père, aux armes des Beaumont, la seule chose qu'il possédât d'assez précieux et en même temps d'assez insignifiant pour s'en séparer sans regret. Elle avait fait porter un poignard. Geoffroy le prit, le fit tourner entre ses mains. Du beau travail. Manche en ivoire, pommeau d'argent, sur la lame une gravure. Les armes de Varennes. 3 gerbes d'or sur champ de gueule. Il passa le doigt sur la gravure. Le maître s'était appliqué. L'ironie était que ce poignard aurait parfaitement convenu pour égorger la fiancée. Il eut un sourire en coin, reposa le poignard. Il y avait 3 ans qu'il l'avait vue pour la première fois. À l'époque, il ne savait pas qui elle était. Simplement une jeune fille, accompagnée d'un vieillard et de 2 gardes du corps, chevauchant à travers les terres de Beaumont. Il les avait rencontrés par hasard. Il revenait de la chasse, elle revenait de quelque part avec son père. Il s'était arrêté près d'un ruisseau pour abreuver les chevaux. Il se souvenait d'elle parce qu'elle l'avait regardé trop longtemps. Pas comme les jeunes filles regardent les jeunes chevaliers, avec timidité ou coquetterie. Elle regardait simplement, comme si elle étudiait, comme si elle mémorisait. Il avait pensé alors qu'elle était belle et qu'il ne la reverrait probablement jamais. 1 an plus tard, il avait appris qui elle était. C'était après qu'il eut brûlé le moulin sur les terres de Varennes. Un petit raid, une réponse à un vol de bétail, une escarmouche frontalière ordinaire. Il n'avait même pas pensé que cela changerait quoi que ce soit. Mais le moulin, apparemment, nourrissait 3 villages. Et le baron de Varennes, vieux et malade, avait laissé sa fille décider de la suite. Elle avait décidé. La riposte était venue 2 semaines plus tard. Son frère aîné, Richard, avait mené un détachement pour intercepter leurs hommes. Il n'était pas revenu. Aux négociations que le roi avait ordonné de tenir, après que la querelle eut pris trop d'ampleur, Geoffroy l'avait revue. Elle était assise aux côtés de son père, parlait pour lui, car le vieillard tenait à peine en selle. Et quand Geoffroy était entré dans la tente, elle avait levé les yeux, il avait regardé de ce même regard, long, scrutateur. « Vous, dit-elle. Il ne comprit pas tout de suite. « Nous nous sommes rencontrés, ajouta-t-elle, près du ruisseau, il y a 3 ans. »« Je m'en souviens, dit-il. »« Moi aussi, dit-elle. »« Dommage. » Il n'avait pas su quoi répondre alors. Maintenant, 2 ans après ces négociations qui n'avaient rien résolu, le roi avait perdu patience. Assez de sang, assez de raids. Un mariage, une union dynastique. 2 maisons n'en feraient plus qu'une. Les terres seraient réunies. La paix. Vous savez ce qui m'a toujours fasciné chez les rois médiévaux? Leur capacité à résoudre les problèmes des autres d'un simple coup de plume. 2 familles se déchirent pendant 5 ans, brûlent des moulins, tuent des héritiers, ruinent des villages. Le roi en a assez des plaintes. Que fait-il? Il les marie l'un à l'autre. C'est beau, pas cher, efficace. Le mariage dynastique, ce n'est pas une question d'amour au cas où. C'est une technologie politique, perfectionnée au fil des siècles. On prend 2 personnes qui, dans des circonstances normales, préféreraient ne jamais se revoir, on les enferme dans un même château, on les déclare mari et femme, et voilà la paix. Les terres sont unies, les titres fusionnés,
l'inimitié formellement terminée. Ce que ces deux-là ressentent, ça n'intéresse personne. Ce sont des nobles, ils doivent endurer pour le bien du royaume. L'ironie, c'est que ça fonctionnait. Pas toujours, bien sûr. Il arrivait que la mariée empoisonne le marié lors de la première nuit de noces, ou que le marié s'enfuit au monastère au bout d'une semaine. Mais dans la plupart des cas, les gens s'accommodaient. Parce que l'alternative, tout perdre, était pire que de vivre avec une personne que l'on déteste. Je pense parfois, n'était-il pas plus honnête de simplement prendre les terres tout de suite? Pourquoi ce spectacle de mariage, de serments, de baisers? Mais les rois aimaient les solutions élégantes. Le mariage ressemble à une réconciliation, à un triomphe de la justice. Et ce qui se passe derrière des portes closes après le banquet, c'est déjà une affaire privée des époux. Ou bien les terres reviendraient à la couronne. Le choix était simple. Geoffroy s'approcha de la fenêtre. Derrière elle, la nuit était noire. En bas, la cour du château de Montfort, territoire neutre, où ni Beaumont ni Warren n'avaient le droit de se comporter en maîtres. Demain matin, dans la chapelle de ce château, il prêterait serment à une femme qui avait donné l'ordre de tuer son frère. Elle, à son tour, épouserait un homme qui avait brûlé le moulin de ses gens. Le roi devait savourer la symétrie. Geoffroy sortit sur la galerie. L'air était froid, il sentait la pluie. Il s'appuya contre le parapet de pierre et regarda la tour est. Une lumière y brillait. Elle non plus ne dormait pas. Il imagina comment elle était assise dans ses appartements, tenant son anneau dans ses mains et pensant les mêmes pensées. À quel point cette situation était absurde. Au fait que demain, ils deviendraient mari et femme parce que le roi l'avait dit, et non parce qu'il le voulait. Au fait que l'hostilité était plus simple. Geoffroy eut un sourire sardonique dans l'obscurité. La haine, au moins, était honnête. La lumière à sa fenêtre ne s'éteignait pas. Emma avait renvoyé les servantes aussitôt après le dîner. Qu'elles aillent donc bavarder aux cuisines, discuter de la pâleur de la mariée, du silence du marié, de la façon dont tous faisaient semblant qu'il s'agissait d'un mariage ordinaire et non d'un ordre royal. Elle avait retiré seule la lourde robe, tant bien que mal. Le lassage dans le dos cédait difficilement, mais Emma avait l'habitude de se passer d'aide. Ces 3 dernières années, elle avait d'ailleurs pris l'habitude de se passer de beaucoup de choses. La robe gisait sur le coffre en un tas froissé. Demain, une servante la porterait à nouveau, ou bien on la donnerait à l'église, ou bien on la brûlerait. Emma s'en moquait. Sur la table reposait l'anneau. Elle le prit, le fit tourner entre ses doigts. De l'or, un travail ancien, les armes de Beaumont, un lion noir sur champ d'argent. L'anneau était lourd, masculin. Il avait envoyé un objet de famille parce que la coutume l'exigeait et parce qu'il n'avait apparemment rien trouvé d'autre. Elle avait envoyé un poignard. Un beau poignard, coûteux, commandé spécialement, avec une gravure, avec les armes de Warren. L'ironie était que lorsqu'elle avait choisi le présent, elle avait pensé qu'au moins quelque chose de Warren reste tranchant. Emma reposa l'anneau sur la table. Il y avait 3 ans, elle l'avait vu pour la première fois. Elle chevauchait alors avec son père à travers les terres de Beaumont. Il revenait d'un vassal éloigné, il faisait le tour des domaines. Son père tenait encore en selle, pouvait encore chevaucher, bien qu'il commençât déjà à se fatiguer le soir. Il s'était arrêté près d'un ruisseau pour abreuver les chevaux. Un jeune chevalier revenait de la chasse. Seul, avec un arc dans le dos, vêtu simplement. Beau, sûr de lui, avec un sourire au coin des lèvres. Il les avait salués, les avait laissés passer devant pour aller à l'eau, avait regardé Emma trop longtemps. Elle avait retenu ce regard. Pas insolent, pas vulgaire, simplement intéressé.
comme on regarde quelque chose d'inattendu. Elle aussi avait regardé, mémorisé le visage, la silhouette, la manière de se tenir, sans savoir pourquoi. Elle avait simplement retenu. Un an plus tard, quand était arrivé le rapport sur le moulin brûlé, elle avait appris qui avait mené le raid. Geoffroy de Beaumont, le fils cadet, celui-là même. Le moulin nourrissait 3 villages. Il aurait fallu 6 mois pour le reconstruire. Les gens seraient restés sans pain pour l'hiver. Son père était déjà trop malade pour prendre des décisions. La gestion lui était revenue 1 an auparavant, quand il était devenu clair que le vieil homme vivait ses dernières années. Emma avait pris sa décision rapidement. Une riposte, dure, pour que les Beaumont comprennent. Les Warren ne toléreraient pas les raids. Son capitaine avait mené les hommes, intercepté le détachement de Beaumont, l'avait écrasé. Le fils aîné du baron de Beaumont était mort dans cet accrochage. Quand elle l'avait appris, elle n'avait rien ressenti. La guerre était la guerre. Ils avaient commencé, elle avait répondu. C'était ainsi que fonctionnaient les règles. Aux négociations, elle l'avait revu. Il était entré dans la tente et elle l'avait reconnu aussitôt. Le même regard, le même sourire. Sauf que maintenant, il y avait de la fureur dans ses yeux, froide et soigneusement dissimulée. « Vous, dit-elle, parce que se taire aurait été stupide. » Il ne comprit pas tout de suite. « Nous nous sommes rencontrés, » ajouta-t-elle, « près du ruisseau, il y a 3 ans. »« Je me souviens, » dit-il. « Moi aussi, » dit-elle. « Dommage. Dommage que ce beau chevalier revenant de la chasse se soit révélé être l'homme qu'il fallait maintenant haïr. Dommage que cette rencontre près du ruisseau ait conduit à un moulin mort et à un frère mort. Dommage que tout aurait pu être différent, mais ne l'avait pas été. Les négociations n'avaient mené à rien. L'hostilité s'était poursuivie encore 2 ans. De petits accrochages, du bétail volé, des champs brûlés. Emma gouvernait Warren. Geoffroy était devenu l'héritier de Beaumont après la mort de son frère. Ils ne s'étaient plus rencontrés. Et puis le roi s'était lassé. L'ordre était arrivé 1 mois auparavant. Mariage dynastique, immédiatement. L'alternative, confiscation des terres des 2 maisons. Emma avait lu la lettre, l'avait reposée, s'était versé du vin et l'avait bu sans le couper d'eau. Puis elle avait pensé, au moins, le marié n'est pas un monstre. Puis elle avait pensé, au moins, il a une raison de me haïr. Donc nous n'aurons pas à faire semblant. Demain matin, elle épouserait l'homme dont le frère avait été tué par ses gens sur son ordre. Demain, elle deviendrait épouse et non plus gouvernante. Les terres de Warren passeraient sous la gestion de Geoffroy de Beaumont, parce que c'était ainsi que fonctionnait le droit. Le mari obtenait le pouvoir sur les domaines de sa femme. Pendant 3 ans, elle avait gouverné la baronnie, décidé quand semer et quand faire la guerre, jugé les litiges et nommé les capitaines. Demain, tout cela deviendrait sien. Emma se leva, s'approcha de la fenêtre. En bas, la cour du château de Montfort était noire. Territoire neutre. Terre de personne. Demain aurait lieu ici un mariage que personne ne voulait, hormis le roi. Elle regarda la tour ouest. Là aussi brillait une lumière. Il ne dormait pas. Il devait penser la même chose. À l'absurdité de la situation. Au fait que l'hostilité était plus simple et plus honnête que ce à quoi on les forçait à jouer. Qu'il prononcerait demain des serments qui ne signifiaient rien, sinon la soumission à la volonté royale. Emma prit l'anneau sur la table, le passa à son doigt. Trop grand, masculin, étranger.
Elle l'ôta, le reposa, puis elle souffla une bougie, puis la seconde. La chambre devint presque obscure. Seule la lumière lunaire filtrait par la fenêtre. Emma ne se coucha pas. Elle s'assit près de la fenêtre et regarda la tour ouest, où brillait encore de la lumière. Geoffroy était resté sur la galerie plus d'une heure, mais le sommeil ne venait toujours pas. La lumière dans la tour est s'éteignit, puis se ralluma. Une bougie, faible. Elle non plus ne parvenait pas à dormir. Il eut un sourire dans l'obscurité. Au moins, sur ce point, il s'accordait. Rester dans le vent froid devenait inutile. Geoffroy rentra dans sa chambre, jeta un manteau sur ses épaules, sortit dans le couloir. La garde somnolait près de l'escalier. Des hommes du roi. Peu leur importait qui était le fiancé et qui la fiancée, pourvu que le mariage ait lieu et qu'ils puissent retourner à Rouen. Il descendit l'escalier en colimaçon, poussa la lourde porte donnant sur la cour. La nuit était calme, sans vent. La lune était suspendue au-dessus du toit de la chapelle, éclairant les pierres du pavé d'une lumière inégale. La cour était vide. Les serviteurs dormaient, les invités s'étaient retirés. Demain, tout le monde devrait se lever tôt. Geoffroy se dirigea vers le puits au centre de la cour, s'assit sur la margelle de pierre. L'eau à l'intérieur était noire, froide. Il regarda en bas, vit son reflet, une tache floue de visage dans la lumière lunaire. « Vous ne dormez pas ?» La voix résonna à droite, près du mur de la chapelle. Geoffroy se retourna. Emma se tenait dans l'ombre de l'arcade, enveloppée dans un manteau sombre. Seul son visage pâlissait dans l'obscurité. Il ne l'avait pas entendu sortir. « Et vous non plus, à ce que je vois, » dit-il. Elle s'avança dans la lumière, s'approcha. Les cheveux dénoués, sans voile, demain de toute façon on les tresserait et on les cacherait sous la coiffe d'une femme mariée. Le visage sans fard ni blanc de céruse dont on l'avait enduite au souper. Juste un visage. Fatigué. « J'ai voulu prendre l'air, » dit-elle. « Il fait étouffant dans la chambre. »« Je comprends. » Elle s'arrêta à quelques pas du puits, ne s'approcha pas davantage, gardant ses distances, prudemment, comme on garde ses distances avec quelqu'un qu'on ne connaît pas, mais qu'on doit connaître. Geoffroy eut un sourire. « C'est amusant, » dit-il. « Demain nous serons mari et femme, et maintenant nous nous tenons là, comme des étrangers. »« Nous sommes des étrangers, » dit Emma. « Ce n'est pas parce que demain un prêtre prononcera des mots que cela changera quoi que ce soit. »« Cela changera tout, » objecta Geoffroy. « Les terres, les titres, les droits. Formellement, vous deviendrez mienne. »« Formellement, acquiesça-t-elle. Selon la loi, le mari obtient le pouvoir sur les possessions de sa femme, je sais. Geoffroy la regarda plus attentivement. Il n'y avait dans sa voix ni colère, ni amertume, juste la constatation d'un fait. « Cela ne vous met pas en colère ?» demanda-t-il. « À quoi bon se mettre en colère ?» Emma haussa les épaules. « La loi est la loi. Pendant 3 ans, j'ai gouverné Varennes, parce que mon père ne le pouvait pas. Demain, Varennes deviendra partie de Beaumont, parce que le roi en a décidé ainsi. Je ne suis pas assez sotte pour me mettre en colère contre ce qu'on ne peut changer. »« Sage, » dit Geoffroy. « Lasse, » corrigea-t-elle. Il eut un sourire. Elle s'assit sur la margelle du puits de l'autre côté, pas à côté, à 2 pas de distance. Elle ne le regardait pas, mais la chapelle. « Demain, il y aura un mariage là-bas, » dit-elle. « Beau, avec des fleurs et un cœur. Tout le monde sourira. Le roi enverra un présent. L'évêque dira que c'est une union agréable à Dieu. Et vous n'y croyez pas ?
Je crois que c'est une union agréable au roi, dit Emma. Le reste ne me concerne pas. Geoffroy rit, doucement, brièvement. Quoi demanda-t-elle. Rien, dit-il. C'est juste que je pensais la même chose. Vous souvenez-vous, dit Geoffroy, de notre première rencontre, près du ruisseau? Elle le regarda. Je m'en souviens. J'avais pensé alors que vous étiez belle, dit-il. Et que je ne vous reverrai probablement jamais. Vous vous êtes trompée, dit Emma. Oui, malheureusement. Elle ne répondit pas. Elle le regarda longuement, de ce même regard, scrutateur, froid. Vous regardiez aussi à l'époque, dit Geoffroy. Je m'en souviens. Je m'en souviens aussi, dit Emma. Dommage. Pourquoi dommage? Parce qu'un an plus tard, vous avez brûlé le moulin, dit-elle calmement. 3 villages sont restés sans pain pour l'hiver. Un bon début, n'est-ce pas? Geoffroy serra les dents. C'était une réponse au vol de bétail. Je sais. Et ma réponse a été pour votre moulin. C'est ainsi que commence une querelle. Quelqu'un vole une vache, quelqu'un brûle un moulin, quelqu'un tue un frère. Vous ne regrettez pas? Demanda Geoffroy à voix basse. Emma le regarda droit dans les yeux. Je regrette, dit-elle. Mais je ne m'excuse pas. J'ai donné l'ordre parce qu'il fallait le faire. Votre frère a mené la troupe parce qu'il fallait le faire. Mes hommes l'ont tué parce qu'autrement, il les aurait tués. C'est la guerre. Je regrette qu'elle ait eu lieu, mais elle a eu lieu. Geoffroy se tut. Vous vouliez que je dise que c'était une erreur? Poursuivit Emma. Je ne dirai pas. C'est vous qui avez brûlé le moulin en premier. Si je n'avais pas répondu alors, on aurait considéré Varennes comme faible. On pille les faibles. Je ne pouvais pas le permettre. Je comprends, dit Geoffroy. Vraiment? Vraiment. Il eut un sourire. J'aurais fait la même chose. Emma eut soudain un petit rire. Pas joyeux. Là, amer. Eh bien voilà, dit-elle. Cela signifie que nous nous comprenons. Demain nous jurerons fidélité devant Dieu, bien que nous sachions tous deux que c'est un mensonge. Nous deviendrons mari et femme, bien que nous sachions tous deux que c'est un ordre, pas un choix. Et nous vivrons ensemble, parce que l'alternative, c'est de perdre nos terres. Romantique, dit Geoffroy. Honnête, corrigea Emma. Il la regarda. Elle le regardait en retour, sans sourire, sans colère. Elle regardait simplement. Vous savez, dit Geoffroy, je pensais que je vous haïrais. Et je n'y arrive pas. Il haussa les épaules. La querelle était plus simple. Je suis d'accord, dit Emma. On hait ses ennemis. Mais avec un marié, que faire? Ce n'est pas très clair. Supporter, suggéra Geoffroy. Ignorer, proposa Emma. Faire comme si tout allait bien. Faire semblant, ça, nous savons faire. Vous savez, dit Geoffroy à voix basse, je ne veux pas de ce mariage. Moi non plus, dit Emma. Mais il aura lieu, parce que le roi le veut. Et parce que nous n'avons pas le choix. Si, dit Geoffroy, on peut refuser, tout perdre, partir. Où? Je ne sais pas, à Jérusalem, en Sicile, au diable. Emma eut un sourire ironique. Vous le feriez vraiment? Geoffroy garda le silence, puis secoua la tête. Non. Moi non plus, dit Emma. Parce que Varennes, c'est 300 familles. Beaumont, c'est 400. Si nous refusons, le roi prendra les terres, les donnera à quelqu'un d'autre, et ces familles se moqueront bien de savoir qui nous sommes et ce que nous voulions. Ce qui compte pour elles, c'est qui gouvernera. Et mieux vaut que ce soit nous, plutôt qu'un étranger de Rouen. Geoffroy la regarda longuement. Vous avez raison, dit-il.
Je sais. Cela ne rend pas tout cela plus facile. Non, admit Emma. Cela ne le rend pas. Le vent souleva le bord de son manteau. Elle frissonna. Il fait froid, dit-elle. Il est temps de rentrer. Elle se leva. Geoffroy se leva aussi. Ils se tenaient face à face, près du puits, dans la cour déserte du château de Montfort. Demain, il y aurait un mariage ici. Dans une semaine, il partirait. Lui à Beaumont, elle avec lui, parce qu'une épouse suit son mari. Demain, tout changerait. Mais maintenant, pour quelques minutes, il n'était que deux personnes qui avaient compris qu'elles étaient condamnées à un même destin. « Geoffroy, dit Emma doucement. « Oui, je ne feindrai pas de vous aimer. Moi non plus. » Bien. Elle hocha la tête. Au moins, sur ce point, nous sommes honnêtes. Elle se retourna, se dirigea vers la tour est. Le manteau traînait derrière elle sur les pierres. Geoffroy la suivit des yeux. À la porte de la tour, elle s'arrêta, se retourna. « Bonne nuit, dit-elle. »« À vous aussi, dit-il. » Elle disparut à l'intérieur. Geoffroy resta seul dans la cour. Il regarda la chapelle. Demain, il y aurait des fleurs là-bas. Et un cœur. Et l'évêque prononcerait les mots. Et tous souriraient. Et Emma et lui prononceraient des serments qui ne signifiaient rien, sinon la soumission. Il eut un sourire ironique, se dirigea vers la tour ouest. Au moins, la fiancée n'était pas une idiote. C'était déjà quelque chose. Emma ne dormait pas. Revenue dans ses appartements, elle s'était allongée sur le lit, regardait le plafond. Elle n'avait pas allumé les chandelles. La lumière de la lune qui entrait par la fenêtre suffisait. La conversation près du puits repassait dans sa tête encore et encore. Pas même les mots, l'intonation, le sourire ironique dans sa voix quand il avait parlé de romantisme, le calme avec lequel elle avait dit « Nous sommes des étrangers ». Cette étrange compréhension qui s'était établie entre eux en quelques minutes dans une cour déserte. L'ennemi s'était révélé être un homme, ni bon, ni mauvais, simplement un homme, qui était tout aussi condamné, tout aussi las de tout cela, qui comprenait tout aussi bien l'absurdité de la situation. Emma ferma les yeux. L'inimitié était plus simple. On hait un ennemi, et dans cette haine, il y a de la clarté. Elle savait quoi faire avec un ennemi. Donner des ordres, défendre les terres, répondre coup pour coup. Mais que faire d'un mari qui n'est ni ennemi ni ami, mais simplement un homme pris dans le même piège? Elle ne savait pas. L'aube vint lentement. Une lumière grise s'infiltra par la fenêtre, estompa les ombres. Emma se leva du lit, s'approcha de la fenêtre. La cour en contrebas était vide. Le puits près duquel il s'était tenu la nuit avait l'air ordinaire, juste de la pierre et de l'eau. Rien n'avait changé. Et tout avait changé. On frappa à la porte. Les servantes. Le moment de s'habiller. Emma les laissa entrer. 4 femmes au visage sérieux, avec la robe de mariée, les parures, le voile. Elles se mirent au travail en silence, avec habileté. L'une coiffait, l'autre laçait le corset, la troisième lissait les plis de la jupe, la quatrième préparait la couronne. Emma se tenait immobile, les laissait faire d'elle ce qu'elle voulait. La robe était blanche, lourde. Du brocart, des broderies d'or, une longue traîne. Un cadeau royal. Le tissu avait été envoyé de Rouen en même temps que l'ordre de mariage. Tout était prévu. Tout était décidé. Le corset fut serré fermement.
Emma prit une profonde inspiration. La dernière libre pour les prochaines heures. Les cheveux furent tressés, arrangés, fixés par une couronne de fleurs blanches. Demain, les cheveux seraient cachés sous la coiffe d'une femme mariée. Et cette coiffure resterait dans le passé avec la virginité. On lui passa des bagues aux doigts, un collier au cou. L'une des femmes tendit un miroir. Emma regarda son reflet. Une inconnue, parée, belle, sans visage. Une mariée, telle qu'une mariée doit être le jour de ses noces. Elle détourna les yeux du miroir. « C'est prêt, » dit l'aînée des servantes. « Il est temps, milady. » Emma hocha la tête. Elles sortirent des appartements. Un couloir, un escalier, un autre couloir. La traîne bruissait sur les pierres. Les femmes suivaient, soutenaient le tissu pour qu'il ne s'en mêle pas. La cour était déjà pleine de monde. Des invités, la suite, des fonctionnaires royaux, tous en habits d'apparat, tous avec des sourires. Emma marchait lentement, comme il sied à une mariée. Elle regardait droit devant elle. La chapelle était devant. Les portes ouvertes, à l'intérieur des chandelles, des fleurs, un chœur chantait quelque chose de solennel. À l'entrée se tenait Geoffroy. Il portait un pourpoint noir brodé d'argent, un manteau retenu par une broche aux armes de Beaumont. Les cheveux coiffés, la barbe taillée, il avait l'air de ce qu'un fiancé doit avoir l'air. Emma s'approcha. Leurs regards se croisèrent. Il ne la regardait pas comme les fiancés regardent leur promise. Pas avec ravissement, pas avec tendresse, et pas avec haine non plus. Il la regardait comme on regarde quelqu'un avec qui l'on doit traverser quelque chose d'inévitable. Elle comprit ce regard. L'un des hommes du roi fit un geste. Il était temps d'entrer. Geoffroy tendit la main. Emma posa sa paume sur la sienne. Une main chaude, ferme, étrangère. Ils entrèrent ensemble dans la chapelle. À l'intérieur, cela sentait l'encens et la cire. L'évêque se tenait près de l'autel, en chasuble dorée, avec un livre ouvert. Le chœur chantait. Les invités remplissaient les bancs, regardaient, souriaient. Emma et Geoffroy remontèrent l'allée centrale, pas à pas, et sentaient sa main sous la sienne, sentaient qu'il se tenait aussi raide qu'elle. Ils s'arrêtèrent devant l'autel. L'évêque commença à parler. Des mots sur l'union, sur la bénédiction, sur le devoir envers Dieu et le roi. Emma écoutait d'une oreille distraite. Elle pensait à la conversation nocturne près du puits, à la façon dont ils s'étaient tenus face à face et avaient reconnu la vérité. Ce n'était pas de l'amour, ce n'était pas un choix, c'était un ordre. Mais tous deux avaient accepté, parce que les terres importaient plus que l'orgueil, parce que les familles qui vivaient sur ces terres ne devaient pas souffrir de leur inimitié. L'évêque posa la question. Geoffroy répondit « Oui ». Une voix égale, sans émotion. L'évêque se tourna vers Emma. « Prenez-vous cet homme pour époux ?» Emma regarda Geoffroy. Il regardait droit devant lui, le visage calme, ni espoir, ni crainte, juste de l'attente. Elle pensa, l'inimitié était plus simple. Elle pensa, mais l'inimitié est terminée. Elle pensa, maintenant, nous ne sommes ni ennemis, ni amants. Nous sommes autre chose. Et peut-être est-ce pire, ou mieux, ou simplement différent. Oui, dit Emma. Sa voix résonna doucement, mais fermement. L'évêque sourit, leva les mains. Devant Dieu et devant les hommes, je vous déclare mari et femme. Le chœur chanta plus fort. Les invités s'agitèrent, applaudirent. Geoffroy se tourna vers Emma. Il devait l'embrasser, c'était l'usage.
Il se pencha, effleura son front de ses lèvres, rapidement, formellement. Pas un baiser, un geste. Emma comprit. Lui non plus ne faisait pas semblant. Ils se tournèrent vers les invités. Sourires, félicitations, musique. Emma marchait aux côtés de Geoffroy dans l'allée, en sens inverse. Sa main sous son coude. Mari et femme, baron et baronne, Beaumont et Varennes, unis par ordre royal. Ils sortirent de la chapelle dans la lumière. Dans la cour, les invités jetaient du grain, pour le bonheur, pour la fertilité. Le grain tombait sur la robe d'Emma, sur le manteau de Geoffroy, sur les pierres du pavé. Emma leva les yeux. Geoffroy la regardait. « Eh bien voilà, dit-il doucement. Maintenant, nous sommes mariés. »« Oui, dit Emma. Maintenant, mariés. »« Et maintenant ?»« Maintenant, le festin, dit-elle. Puis, le voyage à Beaumont. Puis, la vie. » Cela semble simple. Cela semble, acquiesça Emma. Que ce soit simple, c'est une autre question. Il eut un sourire en coin. Au moins, dit-il, vous n'êtes pas ennuyeuse. Et vous n'êtes pas un sot, dit Emma. C'est déjà quelque chose. Les invités les entourèrent, les conduisirent vers la salle où le festin était dressé. Musique, rire, félicitations. Emma marchait aux côtés de son mari, sa main sous son coude. Vous attendez probablement que je vous dise comment tout cela s'est terminé? S'aimaient-ils au bout d'1 an, au bout de 5 ans? Ou ont-ils vécu côte à côte comme des étrangers, remplissant leur devoir conjugal les yeux fermés? Ont-ils eu des enfants? Se sont-ils pardonnés le frère mort et le moulin brûlé? Je ne dirai pas, parce que je ne sais pas. Non, vraiment. Je pourrais inventer, je pourrais écrire que 3 ans plus tard, Emma a donné naissance à un fils, et Geoffroy le tenait dans ses bras et a compris que la haine était partie ailleurs. Ou qu'ils ont dormi dans des chambres séparées jusqu'à la fin de leur vie et n'ont communiqué qu'en présence des serviteurs. Une belle fin ou une tragédie, au choix, comme vous préférez. Mais je ne le ferai pas, parce que leur histoire n'est pas une histoire de fin. Elle parle de ce qui se passe après que le roi a dit son mot, le prêtre le sien, et que les invités sont rentrés chez eux. La vie continue, jour après jour. Demain, Emma se réveillera dans un château étranger, à côté d'un mari qu'elle connaît à peine. Dans 1 semaine, il s'occupera des affaires de gestion des terres qui ont été les siennes pendant 3 ans. Dans 1 mois, ils s'habitueront à la présence l'un de l'autre. Ou pas. Je ne parle pas de ce qui va suivre, car ce n'est plus une histoire. C'est la vie. Et la vie ne se termine pas par un joli point. Elle coule simplement, et les gens y nagent, comme ils peuvent. Peut-être que Geoffroy et Emma ont trouvé quelque chose de bon dans ce mariage. Peut-être que non. Peut-être que dans 10 ans, ils seront assis près de la cheminée et se souviendront de la nuit au puits avec un sourire. Ou peut-être avec amertume.